Comme un poème de Rimbaud, la justice naît dans le chaos, portée par une voix que rien ne peut briser. Dans la salle d'audience du tribunal de Charleston, l'air semblait figé, comme si le temps s'était arrêté pour mieux observer. Les bancs de bois craquaient sous le poids des spectateurs, rares mais nerveux. Une odeur de papier jauni et de café froid flottait, lourde, presque suffocante. Camille Dubois, silhouette fine dans un tailleur gris pâle, était assise au troisième rang. Ses cheveux tirés en arrière, ses lunettes cerclées d'acier, elle scrutait la salle sans un mot. Ses yeux sombres, profonds comme un lac d'automne, ne trahissaient rien. Pas de colère, pas de peur, juste une vigilance muette. Elle n'était pas là pour faire du bruit, elle n'était pas là pour être vue. Elle était venue pour Léon Carter, un adolescent de 15 ans, menotté, accusé sans preuve claire, traîné dans une audience que personne ne semblait vouloir remarquer. Camille, ancienne avocate des droits civiques, aujourd'hui députée, connaissait trop bien ce genre de silence. Un silence qui n'était pas vide, mais chargé d'une injustice ancienne, d'une douleur qui ne portait pas de nom. Elle serrait un mince dossier contre sa poitrine, ses doigts frôlant le bord usé du papier. Léon n'était pas un cas sur son agenda officiel. Elle avait entendu parler de lui par un ancien collègue, un murmure inquiet, un garçon détenu sans motif valable, une audience sans public, sans caméra. Cela lui avait glacé le sang, pas à cause de ce qu'elle voyait, mais à cause de ce qu'elle savait. Sa sœur, Élise, avait disparu dans un silence semblable il y a des années. Un coup de matraque, un rapport falsifié, une famille brisée. Camille n'était pas venue en tant que congresswoman. Elle était là en tant que survivante d'une vérité étouffée. La salle était étroite, les murs jaunis par le temps. Une lumière blafarde tombait des fenêtres hautes, dessinant des ombres anguleuses sur le sol. Léon, à peine visible à travers une petite vitre dans la pièce adjacente, portait un sweat trop grand. Ses mains, menottées, pendaient mollement. Ses jambes se balançaient doucement, comme s'il cherchait encore un peu de liberté dans ce geste d'enfant. Pas d'avocat à ses côtés, pas de famille. Juste un garçon, avalé par des dossiers et des siècles de précédents judiciaires. Camille sentit son cœur se serrer, mais elle resta immobile. Elle connaissait ce regard. Elle l'avait vu dans les yeux d'Élise, avant que la police ne la réduise à une ligne dans un rapport. Suspecte non coopérative. En face, près de la table du procureur, un homme en uniforme se tenait droit. Julien Moreau, officier de police. Grand, les yeux arrogants, il ajustait sans cesse sa ceinture, comme pour affirmer sa place. Camille ne le reconnut pas tout de suite. Mais quand leurs regards se croisèrent, une seconde à peine, elle sentit une tension nouvelle, pas celle des salles d'audience ordinaires. C'était un regard qui disait « Tu n'as rien à faire ici ». Un regard qui voyait en elle une menace, sans qu'elle ait prononcé un mot. Camille ne détourna pas les yeux. Elle avait affronté des centaines de regards comme celui-ci. Elle redressa le dos, prit une inspiration lente et ne dit rien. Son calme était une arme, un défi muet. La salle sembla retenir son souffle. Personne ne l'appela, personne ne lui demanda de parler. Pourtant, sa seule présence changea l'atmosphère. Un silence pesant, celui qui fait craindre de respirer trop fort. Puis, le silence éclata, pas par des mots, mais par un geste. La porte de la salle grinça. Léon entra, encadré par un gardien. Ses yeux sombres balayaient de la pièce, sa joue marquée d'un bleu fané. Ses mains tremblaient légèrement, peut-être à cause de la lumière crue ou des visages inconnus. Une greffière, Sophie Garnier, tapotait son stylo sur son bureau, mais son regard fuyait celui de Léon. Julien Moreau, lui, restait figé, son poing serré si fort que ses jointures blanchissaient. Ses yeux revenaient sans cesse vers Camille, comme s'il ne pouvait s'en empêcher. Il ne cachait pas son agitation, pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais parce qu'elle osait être là, dans un espace qu'il considérait comme le sien. Il ne voulait pas de questions. Il ne voulait pas qu'on regarde sous les piles de dossiers qu'il avait aidé à construire, cas par cas, silence par silence. Sophie, la greffière, baissa les yeux, ses doigts crispés sur son carnet.
Elle avait vu quelque chose, Camille en était sûre. Mais Sophie ne parlerait pas. Pas encore. Le juge, un homme âgé aux lunettes épaisses, entra, ajusta ses lunettes et commença d'une voix lente. Ceci est l'audience préliminaire concernant l'affaire impliquant le défendeur Léon Carter. Il n'eut pas le temps de finir. Julien Moreau s'avança dans l'allée, entre les bancs, sans un mot, sans demander la permission. Ses yeux fixaient Camille, comme une lame dégainée. Il s'arrêta devant elle. Sa main se leva, une gifle. Pas un geste symbolique, mais un coup, dur, réel. Le bruit de la chair contre la chair claqua comme un fouet dans une prison ancienne, déchirant le silence de la salle. Camille ne tomba pas. Elle ne porta pas la main à sa joue. Ses yeux restèrent ouverts, fixés sur lui, comme si le coup n'avait pas atteint ce qu'elle protégeait, sa dignité. La salle devint un tombeau. Le juge se figea. Le procureur serra son dossier, les lèvres pâles. Sophie laissa tomber son stylo, un claquement discret sur le bois. Personne ne bougea, personne ne cria. Personne, sauf Camille, n'osa respirer. Mais elle ne parla pas. Son silence fut la première riposte. Elle resta droite, immobile, son regard planté dans celui de Moreau. Cette gifle n'était pas seulement pour elle, c'était pour tous ceux qui avaient appris à se taire pour survivre. Et ce geste, par erreur, fissura le système. Moreau recula d'un pas. Sa main était encore rouge, mais c'était lui qui tremblait. Dans les yeux de Camille, il n'y avait pas de peur, seulement une reconnaissance. Elle voyait en lui non un officier modèle, mais un symbole d'une pourriture drapée dans les procédures. « Pas encore », murmura-t-elle, deux mots doux, mais résonnants comme un verdict. « Pas encore ». Le temps viendrait où lui, et le système qu'il servait, devrait répondre, pas pour une gifle, mais pour les centaines d'autres silences que personne n'avait osé nommer. Dans cette salle où les règles et les visages familiers savaient détourner le regard au bon moment, Camille Dubois ne fléchit pas. Après le coup, elle resta debout, le dos droit, les yeux rivés sur Moreau. Pas de cris, pas de larmes, pas d'appel à l'arrestation. Ce silence déstabilisa tout le monde. Les habitués des procès, ceux qui avaient vu des centaines d'audiences, retinrent leur souffle. Elle ne suivait pas le scénario qu'ils connaissaient, les pleurs, l'indignation, l'appel immédiat à la justice. Et parce qu'elle ne le faisait pas, elle n'avait pas besoin de crier pour ébranler la salle. Son silence devint le son le plus fort, résonnant dans chaque esprit, faisant suer les paumes, détournant les regards. Moreau, à quelques pas d'elle, sentit un froid dans sa nuque. Il chercha le juge du regard, non pour s'excuser, mais pour chercher un appui. Il ne trouva qu'un visage figé, un regard vide. Le juge ne dit rien. Sophie cessa de taper sur son clavier. Il n'y avait pas de juré. Cette affaire n'était pas assez importante pour en mériter. Mais tout le monde comprit. Un nouveau procès avait commencé. Et Camille en était la juge. Pas de micro, pas de dossiers officiels, seulement des yeux, une posture, une résolution. La langue de ceux qui n'ont pas besoin de pouvoir sur papier, car la justice coule dans leurs veines. Moreau baissa la main, trop lentement. La confiance qui ornait toujours son visage s'effaça, remplacée par une peur diffuse. Pas à cause de ce qu'il avait fait, mais parce que la réaction de Camille n'était pas celle qu'il attendait. Il avait contrôlé bien des salles d'audience, intimidé par des regards, manipulé par des silences, mais il n'avait jamais fait face à quelqu'un, surtout une femme noire, qui se tenait ainsi devant lui. Pas avec de la peur, mais avec une compréhension. Camille ne chercha pas d'alliés dans la salle. Elle ne recula pas vers les bancs, ne couvrit pas son visage, ne tourna pas les talons. Elle restait là, pilier inébranlable, forçant la salle à affronter une question que personne ne voulait poser. Si un officier peut faire cela en plein tribunal, que fait-il quand personne ne regarde? Le premier à détourner les yeux fut le procureur, puis un jeune officier près de la porte. Aucun ne pouvait soutenir le regard de Camille, car il n'y avait que la vérité. Pas de colère, pas de haine, juste une reconnaissance. Elle savait ce qu'ils avaient choisi d'ignorer, et elle ne les laisserait pas l'oublier. Moreau serra la mâchoire. Il voulut parler,
expliquer, justifier. Mais sa gorge était sèche. Chaque mot qu'il avait utilisé pour contrôler une situation se transformait en cendres dans l'air épais. Camille, toujours debout, ajusta le col de sa veste, comme si elle chassait une poussière invisible. Ce geste, si petit, presque insignifiant, fit reculer Moreau d'un pas. Il comprit que ce n'était pas sa gifle qui l'avait changé, c'était elle qui ébranlait le système, simplement en restant immobile. Il tenta de déglutir, mais sa bouche était aride. En 15 ans de service, il n'avait jamais senti le sol se dérober si vite sous ses pieds. Personne ne l'avait fait reculer juste en étant là. Et maintenant, il reculait, pas à pas, le cœur battant sous le regard inflexible de la femme qu'il venait de frapper dans un tribunal. Camille n'avait toujours pas dit un mot, mais tous les yeux étaient sur elle, cherchant des réponses. Personne ne regardait plus le juge. Personne ne consultait les registres. À cet instant, elle n'était ni témoin ni victime. Elle était le verdict. Sophie Garnier, la greffière, releva les yeux, juste un instant. Elle croisa le regard de Camille et quelque chose vacilla en elle. Sophie avait vu trop de dossiers passer, trop de noms disparaître dans des fichiers marqués « résolus en interne ». Mais ce jour-là, elle sentit que le silence qu'elle avait toujours servi pourrait ne plus être une prison. À l'extérieur, un homme observait depuis le fond du couloir. Étienne Lemoine, journaliste local, stylo à la main, carnet fermé, il n'écrivait pas encore. Il avait entendu parler de l'incident avant même d'entrer dans le tribunal. Un murmure dans un café, une rumeur parmi les avocats. Mais en voyant Camille immobile face à Moreau, il comprit que ce n'était pas une simple altercation. C'était le début d'une guerre qu'elle menait sans armes, sans cris, mais avec une force qu'il n'avait jamais vue. Étienne griffonna un mot dans son carnet. Vérité. Il ne savait pas encore ce qu'il en ferait, mais il savait qu'il ne pourrait pas l'ignorer. Camille quitta la salle sans un regard en arrière. Dans le hall du tribunal, les murs de marbre renvoyaient l'écho de ses pas. Elle marchait lentement, son dossier toujours serré contre elle. Elle ne cherchait pas les caméras ni les micros, elle ne cherchait pas à être entendue, pas encore. Mais elle savait que ce silence, ce moment, n'était que le premier chapitre. Elle repensait à Élise, à ses derniers mots, avant que la police ne la réduise à un numéro. « Ne les laisse pas m'effacer », avait-elle murmuré. Camille n'avait pas pleuré ce jour-là. Elle n'avait pas crié. Elle avait appris que les larmes ne ramènent pas la justice, mais que le silence, bien utilisé, peut faire trembler un système. Elle s'arrêta dans le hall, sous un vitrail poussiéreux qui laissait passer une lumière pâle. Elle murmura pour elle-même, comme une promesse. « Pas encore, Élise. Mais bientôt. » Dehors, Charleston semblait endormi. Ses rues bordées de chênes centenaires, ses maisons aux volets pastel. Mais sous cette surface calme, quelque chose venait de se fissurer. Et Camille Dubois, avec son dossier mince et son regard d'acier, savait qu'elle venait d'allumer une étincelle dans l'ombre. La nuit tombait sur Charleston, une couverture d'encre ponctuée par les lampadaires vacillants. Camille Dubois marchait seule, ses talons claquant doucement sur les pavés humides d'une ruelle oubliée. Son tailleur gris, froissé par une journée trop longue, semblait absorber l'obscurité. Elle serrait un nouveau dossier, plus épais, contre sa poitrine. Les pages frémissaient sous ses doigts, comme si elle portait des secrets trop lourds pour rester immobile. Depuis la gifle de Julien Moreau dans le tribunal, une semaine s'était écoulée, mais le silence qu'elle avait imposé ce jour-là continuait de résonner. Pas dans les journaux, pas encore, mais dans les regards fuyants des greffiers, dans les murmures des avocats, dans l'air lourd des couloirs du palais de justice. Camille savait que ce silence n'était pas une victoire, c'était une brèche. Et dans cette brèche, elle cherchait maintenant à tisser une vérité que le système avait tenté d'effacer. Elle ne dormait plus beaucoup, ses nuits étaient remplies de dossiers, de notes griffonnées, de souvenirs d'Élise, sa sœur, dont le nom avait été rayé d'un rapport policier comme une erreur administrative. Chaque page qu'elle tournait était un écho de cette perte. Mais ce soir, elle ne rentrait pas chez elle. Une adresse, glissée sous sa porte dans une enveloppe sans nom, l'attendait, une librairie abandonnée, rue des Cendres, à minuit, un lieu où les ombres parlaient plus fort que les vivants. La librairie était un squelette de bois et de poussière.
Les vitrines, opaques sous la crasse, laissaient à peine filtrer la lumière d'un réverbère. Camille poussa la porte, qui grinça comme un cri étouffé. À l'intérieur, l'odeur des vieux livres, moisis par l'humidité, emplissait l'air. Des étagères s'effondraient sous le poids des volumes oubliés, leurs titres effacés par le temps. Une ampoule nue pendait du plafond, clignotant faiblement. Au centre de la pièce, une table bancale. Assise là, Sophie Garnier, la greffière du tribunal, triturait ses mains. Ses cheveux châtains, noués en un chignon lâche, laissaient échapper quelques mèches tremblantes. Ses yeux, rougis par l'insomnie, évitaient ceux de Camille. « Vous n'auriez pas dû venir, » murmura Sophie, sa voix à peine audible. Camille s'assit sans répondre, posant son dossier sur la table. Le silence entre elles était épais, chargé de peur et de secret. Sophie avait vu la gifle. Elle avait vu Léon Carter, menotté, sans avocat, et elle savait, comme Camille, que ce tribunal n'était pas un lieu de justice, mais une machine à broyer les indésirables. « Pourquoi m'avoir appelé ?» demanda enfin Camille, sa voix douce mais ferme, comme une caresse sur une plaie ouverte. Sophie déglutit, puis poussa une enveloppe Kraft vers elle. « Parce que je ne peux plus dormir, » dit-elle. À l'intérieur, des copies de rapports internes, des signatures hâtives, des timestamps incohérents, des preuves que l'arrestation de Léon n'était pas un accident, mais une pièce d'un puzzle plus vaste. Camille ouvrit l'enveloppe sous la lumière vacillante. Les documents sentaient l'encre fraîche, comme si Sophie les avait imprimés à la hâte. Un rapport sur Léon Carter. Suspect non coopératif, arrêté à 20h14. Mais une note manuscrite, glissée entre les pages, indiquait une heure d'entrée au centre de détention, 19h51, 23 minutes avant l'arrestation supposée. Camille releva les yeux, son cœur battant plus fort. « Il rédige les rapports après coup », murmura-t-elle. Sophie hocha la tête, ses doigts crispés sur la table. Ce n'est pas la première fois. Elle parla alors, d'une voix brisée, d'autres cas. Des adolescents, presque tout noirs, arrêtés pour des infractions vagues. Comportement suspect, attitude perturbatrice. Des dossiers clos sans avocat, sans témoin. Et toujours, le nom de Julien Moreau, comme une ombre au centre de chaque page. Camille sentit une colère froide monter en elle, mais elle la contint. Elle pensa à Élise, à son dernier sourire avant que la police ne l'emmène. « Qui signe ces rapports ?» demanda-t-elle. Sophie hésita, puis murmura un nom. Antoine Berger, le chef de la police de Charleston. Un homme discret, aux manières polies, mais dont la signature scellait chaque silence. Camille comprit alors qu'elle ne luttait pas contre un officier isolé, mais contre un système tissé de fils invisibles. Dehors, un craquement. Les deux femmes se figèrent. Camille posa un doigt sur ses lèvres, ses yeux scrutant l'obscurité. Un chat traversa la pièce, renversant un livre qui s'écrasa au sol. Sophie sursauta, son souffle court. « Ils savent, » chuchota-t-elle. « Ils surveillent tout. » Camille ne répondit pas. Elle savait que la peur était l'arme du système. Elle rangea les documents dans son sac, puis posa une main sur celle de Sophie. « Vous avez fait le premier pas, c'est le plus dur. » Sophie la regarda, ses yeux brillants de larmes contenues. « Et si je ne peux pas continuer ?» Camille sourit, un sourire triste mais résolu. « Alors je continuerai pour vous. » Elle quitta la librairie, l'enveloppe Kraft contre son cœur, comme un talisman. Les rues de Charleston étaient désertes, mais elle sentait des yeux dans l'ombre. Une voiture noire, garée au coin, ne bougea pas lorsqu'elle passa. Elle ne se retourna pas. Elle marcha, droite, comme si chaque pas était une déclaration. Le lendemain, Camille se rendit chez Aïssata Ndiaye, la mère de Léon. Une petite maison en bois, aux volets bleus écaillés, dans un quartier où les chênes ployaient sous la mousse. Aïssata ouvrit la porte, ses yeux fatigués mais farouches. Elle travaillait de nuit dans un dîner, ses mains abîmées par des années de labeur. « Pourquoi vous ?» demanda-t-elle, sans préambule. Camille ne mentit pas.
Parce que j'ai perdu ma sœur dans un dossier comme celui de votre fils. Aïssata la fit entrer, sans un mot. La maison sentait le pain chaud et le linge propre. Sur la table, une photo de Léon, souriant, un ballon de basket sous le bras. Aïssata s'assit, ses mains jointes comme pour prier. Ils m'ont dit qu'il était parti, qu'il avait fugué. Sa voix trembla. J'ai cru que mon fils ne voulait plus de moi. Camille lui tendit le rapport falsifié. Aïssata le lut, ses lèvres serrées, puis elle murmura « Ils m'ont volé mon garçon ». Camille ne promit pas de miracle. Elle dit seulement « Vous n'êtes pas seul ». Aïssata releva les yeux, un feu nouveau dans son regard. « Alors je parlerai ». Au tribunal, la tension montait. Camille croisait des regards hostiles, des chuchotements dans les couloirs. Julien Moreau, toujours en uniforme, rôdait près des bureaux des greffiers. Il ne la regardait pas directement, mais elle sentait son ombre. Sophie, derrière son comptoir, évitait tout contact visuel. Mais ce matin-là, un message glissait sous un dossier. Salle des archives, 14 heures. Camille y alla, le cœur battant. La salle des archives était un labyrinthe de boîtes poussiéreuses, éclairées par des néons bourdonnants. Malik Dupont, un jeune informaticien du tribunal, l'attendait. Lunettes rondes, chemise froissée, il semblait nerveux mais déterminé. « Je ne devrais pas être ici », dit-il, sa voix basse. Il lui tendit une clé USB. « Les caméras de surveillance. Elles ne dysfonctionnent pas. Elles sont désactivées manuellement. » Camille prit la clé, ses doigts frôlant les siens. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. Malik baissa les yeux. « Parce que j'ai vu Léon. Il n'a rien fait. » Il ajouta, presque en chuchotant, « Et parce que vous n'avez pas reculé après la gifle. » Camille hocha la tête. « Merci, Malik. » Il disparut dans l'ombre des archives, comme un fantôme. De retour dans son bureau, un appartement loué au-dessus d'une boulangerie, Camille brancha la clé USB. Des images granuleuses apparurent. Léon, devant un magasin, une bouteille d'eau à la main. Moreau s'approchait, sans courir, sans signaler. Il poussait Léon au sol, le menottait en 9 secondes. Pas de provocation, pas de résistance. Juste un garçon et un officier qui savait que personne ne regarderait. Camille ferma les yeux, sa gorge serrée. Ce n'était pas la violence qui la choquait, c'était la facilité avec laquelle elle était effacée. Elle rouvrit le dossier de Léon, comparant les signatures. Une, en bas d'une renonciation à un avocat, ne correspondait pas à l'écriture tremblante du garçon, falsifiée. Elle pensa à Élise, à son dossier nettoyé de toute vérité. Cette fois, elle ne laisserait pas la vérité s'évanouir. Elle griffonna sur un carnet. Berger, Moreau, un réseau. Puis elle traça une ligne rouge, reliant leur nom à un troisième. Admin G3. Un compte mystérieux, utilisé pour modifier les logs du système. Elle savait qu'elle touchait quelque chose de plus grand qu'un officier corrompu. Le téléphone vibra. Un message anonyme. « Arrêtez maintenant, ou ce ne sera pas qu'une gifle. » Camille ne répondit pas. Elle posa le téléphone, ses doigts calmes. Elle avait déjà reçu des menaces, à l'époque où elle défendait des cas désespérés. Elle ouvrit une fenêtre, laissant entrer l'air salé de Charleston. La ville dormait, mais elle sentait son pouls inquiet sous la surface. Elle pensa à la résistance, aux pamphlets clandestins sous l'occupation, aux murmures dans les cafés parisiens. La lutte n'était jamais bruyante au début. Elle était faite de silence, de choix, de pas dans l'ombre. Camille alluma une lampe, étala les documents sur la table. Chaque page était une voix étouffée. Léon, Élise, et d'autres qu'elle ne connaissait pas encore. Elle murmura, comme une prière laïque, « Je vous entends ». Le lendemain, Étienne Lemoine, le journaliste, l'attendait devant le tribunal. Il portait un pardessus usé, son carnet à la main. « Vous faites des vagues, Madame Dubois ». Camille sourit, un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Ce ne sont pas mes vagues, ce sont les leurs. » Étienne haussa un sourcil. « J'ai entendu des rumeurs, un réseau, des rapports falsifiés. » Il marqua une pause. « Si vous avez quelque chose, je peux écrire. » Camille le regarda, jaugeant sa sincérité.
Pas encore, dit-elle. Mais restez prêts. Étienne hocha la tête, griffonnant dans son carnet. Il savait qu'elle ne parlait pas à la légère. Il savait aussi que Charleston n'aimait pas les vérités dérangeantes. Ce soir-là, Camille reçut un autre message. Pas une menace, cette fois. Une adresse et un nom, Malik. Une vieille église à la périphérie de la ville. Elle y alla, son sac alourdi par les dossiers. L'église sentait le bois verni et l'encens fané. Malik l'attendait près de l'autel, une silhouette frêle sous les vitraux sombres. Il lui tendit une autre clé USB. Des fichiers supprimés, mais récupérés. Sa voix tremblait, mais ses yeux étaient résolus. Il parle d'une unité spéciale, intervention rapide, pas officielle. Camille prit la clé, son cœur battant. « Qui » demanda-t-elle. Malik murmura 3 noms. Moreau, Whittaker, Ellison. Puis il ajouta « Et Berger, c'est tout. » Il regarda autour de lui, comme si les murs pouvaient entendre. « Il me surveille. » Camille posa une main sur son épaule. « Vous n'êtes pas seul. » Malik hocha la tête, mais ses yeux disaient qu'il n'en était pas sûr. De retour chez elle, Camille ouvrit les fichiers. Des rapports internes, des notes codées, des ordres déguisés en recommandations. Une unité, appelée intervention rapide, mais qui n'apparaissait dans aucun organigramme officiel. Des arrestations ciblées, toujours dans les mêmes quartiers, toujours des jeunes noirs. Des signatures. Berger, en haut de chaque page. Camille sentit une chaleur monter en elle, pas de la colère, mais une certitude. Elle était sur la bonne voie. Elle accrocha une carte au mur, traçant des lignes rouges entre les noms, les lieux, les dates. Moreau, l'exécutant. Berger, l'architecte. Et admin G3, la clé de tout. Elle pensa à Victor Hugo, à ses mots sur la justice comme une flamme inextinguible. Elle murmura « Vous avez cru que le silence vous protégerait. Mais il est à moi, maintenant. » À l'aube, un coup à la porte. Camille sursauta, son stylo tombant au sol. Elle ouvrit, prudente. Une enveloppe laissée sur le seuil. À l'intérieur, une photo floue. Elle, quittant l'église. Et un mot, en rouge. Attention. Ross, elle ne paniqua pas. Elle rangea la photo dans son dossier, comme une pièce de plus. Elle savait que la peur était leur arme, mais elle savait aussi que la vérité, une fois réveillée, ne se rendormait jamais. Charleston pouvait dormir, mais elle, Camille Dubois, veillait. Et avec elle, les ombres commençaient à parler. Le ciel de Charleston pesait lourd, gris comme une mer d'ardoise prête à se briser. Camille Dubois se tenait devant une petite estrade, dans une salle communautaire aux murs écaillés. Une odeur de peinture fraîche et de café tiède flottait dans l'air. Des chaises pliantes, alignées en rangs imparfaits, accueillaient une foule disparate. Des mères aux yeux fatigués, des adolescents au regard défiant, des vieillards aux mains noueuses. Aïssata Ndiaye, la mère de Léon, était au premier rang, son foulard coloré contrastant avec son visage fermé. Sophie Garnier, la greffière, se tenait près de la porte, triturant un mouchoir. Malik Dupont, l'informaticien, vérifiait nerveusement une caméra installée dans un coin. Étienne Lemoine, le journaliste, carnet ouvert, griffonnait déjà. Et au fond, presque invisible, Clara Beaumont, une étudiante en droit aux lunettes épaisses, feuilletait un dossier annoté de sa main. Camille ajusta son micro, un appareil bon marché qui grésillait. Ses cheveux, relâchés pour la première fois, encadraient son visage. Elle portait une simple blouse blanche, comme un écho aux tenues des résistants dans les gravures anciennes. Son dossier, usé par des nuits d'études, reposait sur l'estrade. Mais ce n'était pas un discours qu'elle préparait, c'était un incendie. Elle prit une inspiration, ses yeux balayant la salle. « Merci d'être ici », dit-elle, sa voix claire, presque musicale, mais traversée d'une gravité qui fit taire les murmures. « Ce soir, nous ne parlons pas de justice, nous la faisons naître. »
Les mots tombèrent comme des pierres dans un lac, créant des cercles de silence. Elle ne parlait pas comme une politicienne. Elle parlait comme une femme qui avait vu l'ombre et refusait de s'y plier. Elle raconta Léon Carter, arrêté sans motif, son dossier falsifié. Elle parla d'autres noms, tirés des rapports volés par Sophie, des vidéos récupérées par Malik, des adolescents, des enfants parfois, engloutis par un système qui les déclarait coupables avant même qu'ils ne parlent. Elle nomma Julien Moreau, l'officier dont la gifle avait brisé le silence, et Antoine Berger, le chef de police, dont la signature scellait chaque mensonge. La salle retint son souffle. Aïssata serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Clara releva les yeux, un éclat de colère dans son regard. Étienne cessa d'écrire, son stylo suspendu. Camille ne criait pas. Elle n'en avait pas besoin. Sa voix, douce mais inflexible, portait la rage d'une communauté qui avait trop longtemps murmuré dans l'ombre. Elle fit un signe à Malik. L'écran derrière elle s'alluma, projetant une vidéo granuleuse. Léon, menotté, poussé au sol par Moreau. Pas de résistance, pas de crime. Juste un garçon et un officier qui savaient que les caméras, normalement, ne parleraient pas. Un murmure traversa la salle, suivi d'un cri étouffé. Aïssata porta une main à sa bouche, ses yeux brillants. Camille continua, montrant des documents scannés, des rapports contradictoires, des signatures falsifiées, des timestamps manipulés. « Ce n'est pas une erreur, dit-elle. C'est un réseau, une machine conçue pour effacer nos enfants. » Elle marqua une pause, laissant les mots s'enraciner. Puis elle ajouta « Mais ce soir, nous leur rendons leur nom. » Elle lut une liste, lentement, comme une litanie. Léon Carter, Jamal Ellis, Kiera Monroe. Chaque nom était une flèche, chaque syllabe un défi. La salle vibrait maintenant, non de colère, mais d'une énergie nouvelle, celle des oubliés qui retrouvent leur voix. Sophie, près de la porte, pleurait en silence, son mouchoir froissé. Elle avait trahi le système qu'elle servait, et ce soir, elle comprenait pourquoi. Camille invita Aïssata à parler. La mère de Léon se leva, hésitante, ses mains tremblantes. « Ils m'ont dit que mon fils était un délinquant, » dit-elle, sa voix brisée mais claire. « Ils m'ont dit qu'il m'avait abandonné. » Elle secoua la tête, un sourire amer aux lèvres. « Mais c'est eux qui l'ont volé. » Elle raconta les nuits sans sommeil, les appels sans réponse, la honte qu'on lui avait fait porter. Puis elle regarda la salle, ses yeux trouvant ceux d'autres mères. « Nous ne sommes pas seuls, » dit-elle, répétant les mots de Camille. Un applaudissement timide éclata, puis s'amplifia, comme une vague. Aïssata s'assit, épuisée mais droite, comme si elle venait de poser un fardeau trop longtemps porté. Camille posa une main sur son épaule, un geste simple, mais qui disait tout. Puis elle se tourna vers la caméra. « Ce soir, nous diffusons ceci en direct, » annonça-t-elle. « Charleston doit savoir. Le monde doit savoir. » La vidéo, les documents, les témoignages, tout fut mis en ligne par Malik, qui pianotait frénétiquement sur son ordinateur. En quelques minutes, les réseaux s'enflammèrent. Des hashtags Nakir, Justice pour Léon. Les oubliés parlent. Étienne, toujours au fond, envoya un premier article à son rédacteur en chef. Scandale à Charleston, un réseau policier exposé. Les médias locaux, d'abord prudents, reprirent l'histoire. À l'extérieur, des voitures de télévision s'arrêtèrent devant la salle. Camille ne s'arrêta pas. Elle invita d'autres victimes à parler. Un adolescent, maigre, une cicatrice sur la tempe, raconta son arrestation pour avoir marché trop près d'une boutique. Une femme, la quarantaine, parla de son frère, disparu dans un rapport marqué « Fugue ». Chaque voix était un fil, tissant une toile que le système ne pouvait plus ignorer. Camille, au centre, n'était plus seulement une femme giflée dans un tribunal. Elle était un miroir, reflétant la douleur et la force d'une communauté. Mais l'ombre ne resta pas immobile. 1 heure après le début de la diffusion, un coup résonna à la porte de la salle. 2 officiers entrèrent, l'un portant l'uniforme de Moreau. La foule se tendit, prête à exploser. Camille leva une main,
son regard calme, mais d'acier. « Laissez-les, dit-elle. Moreau s'avança, son visage fermé, ses yeux cherchant les siens. « Vous violez la loi, dit-il, sa voix rauque. Diffusion non autorisée. Trouble à l'ordre public. » Camille sourit, un sourire qui fit reculer l'homme d'un pas. « Et vous, monsieur Moreau, avez frappé une élue en plein tribunal. Vous avez falsifié des dossiers. Vous avez brisé des familles. » Elle pointa la caméra, toujours allumée. « Le monde vous regarde. » Moreau serra les dents, ses mains crispées. Il voulut répondre, mais les murmures de la foule, maintenant un grondement, le firent. Il recula, suivi par son collègue, sous les yeux d'une salle qui ne baissait plus le regard. Le lendemain, la ville bouillonnait. Des manifestations spontanées éclatèrent devant le tribunal. Des pancartes portaient les noms des victimes, Léon en tête. Les médias nationaux s'emparèrent de l'histoire, les chaînes diffusant la vidéo en continu. Antoine Berger, le chef de police, donna une conférence de presse promettant une enquête interne. Mais ses mots sonnaient creux, son sourire crispé sous les flashs. Camille savait que ce n'était pas assez. Avec Clara, elle organisa des ateliers juridiques, enseignant aux habitants comment lire un dossier, comment exiger un avocat, comment ne pas se taire. Une église dirigée par le père Julien, un prêtre au visage buriné, devint un refuge pour les familles. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses sermons, citant Camus et les évangiles, donnaient une force nouvelle aux fidèles. « La justice n'est pas un cadeau, disait-il, elle est un combat. » Camille reçut des menaces, des lettres anonymes, des appels dans la nuit. Une brique traversa la fenêtre de son bureau, un mot attaché. « Arrêtez !» Elle ne s'arrêta pas. Elle savait que la peur était leur arme, mais elle avait appris à la retourner contre eux. Elle rencontra des avocats fédéraux, leur transmettant les dossiers. Des perquisitions commencèrent au commissariat. Un officier, Ellison, craqua le premier, confessant les ordres de Berger pour nettoyer les quartiers. Puis Whittaker, un autre. Le réseau s'effondrait, ses fils coupés par la lumière. Berger, acculé, annonça sa démission, son visage blême sous les micros. Moreau fut suspendu, son nom désormais une tache. Un soir, Camille s'assit seule dans son bureau, une lampe éclairant une vieille lettre. L'écriture d'Élise, tremblante, couvrait une page jaunie. « Ne les laisse pas m'effacer », écrivait-elle. Camille ferma les yeux, un sourire doux sur les lèvres. « Ils ne t'ont pas effacé », murmura-t-elle. Elle pensa à Léon, libéré, à Aïssata, qui souriait enfin, à Sophie, qui apprenait à parler, à Malik, qui n'avait plus peur, à Clara, qui rêvait d'un barreau juste, et au père Julien, qui priait pour les vivants. Elle ouvrit un centre communautaire, un lieu où les oubliés apprendraient leurs droits. Chaque mur portait un nom. Léon, Élise, Jamal, une promesse que leur voix ne s'éteindrait pas. Charleston changeait. Pas complètement, pas encore, mais les silences n'étaient plus des prisons. Ils étaient des étincelles. Camille marcha dans les rues, sous les chênes centenaires, un dossier neuf sous le bras. Elle murmura, comme un poème de Rimbaud, « La vérité ne dort jamais ». Et dans l'ombre, les oubliés chantaient, les rues de Charleston, baignées d'une lumière dorée, semblaient respirer plus librement. Camille Dubois marchait lentement, son dossier neuf serré contre elle, comme un bouclier de papier. Les chênes centenaires, drapés de mousse, murmuraient dans le vent, témoins d'un changement subtil mais réel. Les silences, jadis oppressants, vibraient maintenant d'une énergie nouvelle. Dans les quartiers où les ombres avaient régné, des voix s'élevaient. Des mères échangeaient des conseils juridiques, des adolescents organisaient des ateliers d'écriture pour raconter leur vérité. Le centre communautaire de Camille, un bâtiment modeste aux murs ornés de noms, devenait un phare. Chaque jour, des habitants y entraient, hésitants, puis repartaient avec un éclat dans les yeux. Léon Carter, désormais libre, y passait souvent, aidant les plus jeunes à lire des contrats ou à rédiger des plaintes. Aïssata, sa mère, y enseignait la cuisine, transformant chaque repas partagé en un acte de résistance collective. Pourtant, Camille savait que la lutte n'était pas finie. Les racines du système, bien que fissurées, restaient profondes. Certains officiers, loyaux à Berger,
murmurait encore dans l'ombre. Des dossiers disparaissaient, des témoins recevaient des regards appuyés, mais Camille ne fléchissait pas. Elle rencontrait des enseignants, des pasteurs, des artistes, tissant un réseau plus large, inspiré des salons littéraires français où les idées changeaient le monde. Clara Beaumont, désormais sa protégée, préparait son entrée au barreau, rêvant de défendre ceux que la loi ignorait. Étienne Lemoine publiait des enquêtes, ses articles devenant des armes contre l'oubli. Même Sophie Garnier, autrefois paralysée par la peur, témoignait maintenant dans des enquêtes fédérales, sa voix tremblante mais claire. Un soir, sous un ciel étoilé, Camille s'arrêta devant une fresque nouvelle, peinte sur le mur du centre. Élise, Léon, Jamal, leurs visages esquissés en couleurs vives, semblaient veiller sur la ville. Elle posa une main sur le mur, sentant la texture rugueuse sous ses doigts. « Vous chantez encore », murmura-t-elle. Puis elle marcha, portée par une certitude. La vérité, comme un poème de Verlaine, ne s'éteignait jamais. Charleston, avec ses blessures et ses espoirs, apprenait à parler, et Camille, silhouette frêle sous les chaînes, savait qu'elle n'était qu'un maillon d'une chaîne infinie, celle des oubliés qui, enfin, se souvenaient. Lire l'écho du silence, c'est plonger dans un miroir où se reflètent à la fois les injustices du monde et la force de ceux qui osent les défier. Cette histoire, ancrée dans le contexte de Charleston mais portée par une sensibilité française, m'a profondément touché par sa prose lyrique et son exploration des silences qui façonnent nos sociétés. Camille Dubois, avec son calme face à la violence et sa détermination à déterrer la vérité, incarne une forme de résistance intemporelle, celle des héros discrets qui, sans fanfare, changent le cours des choses. À travers son parcours, j'ai ressenti une gamme d'émotions. La colère face à l'injustice, l'admiration pour son courage et l'espoir qu'un seul individu, soutenu par une communauté, peut fissurer un système corrompu. Ce récit, écrit dans un style introspectif et poétique, évoque les grandes luttes françaises, de la résistance à mai 68, où la parole et le silence ont toujours été des armes. Le premier enseignement que je tire de cette histoire est la puissance du silence comme acte de résistance. Camille, giflée par Julien Moreau, choisit de ne pas crier, de ne pas se défendre immédiatement. Ce silence n'est pas de la faiblesse, mais une stratégie, un refus de jouer selon les règles d'un système qui attend des victimes qu'elles s'effondrent ou s'emportent. Dans ma vie, j'ai appris que face à l'injustice, qu'il s'agisse d'une remarque discriminatoire au travail ou d'une situation où la vérité est étouffée, garder son calme peut être plus puissant que des mots hâtifs. Le silence, bien utilisé, force l'autre à se confronter à ses propres actes. Par exemple, face à un collègue qui minimise mes idées, j'ai choisi, comme Camille, de répondre par des actions concrètes. Un rapport bien construit, une proposition argumentée. Ce silence actif, inspiré par l'histoire, m'a permis de gagner du respect sans me perdre dans des conflits stériles. Un deuxième enseignement est l'importance de la solidarité. Camille ne triomphe pas seule. Sophie, Malik, Aïssata, Clara, Étienne et même le père Julien forment un tissu humain qui soutient sa lutte. Ce réseau, fragile mais tenace, rappelle les cercles de résistants français qui, dans l'ombre, ont défié l'oppresseur. Dans la culture française, la communauté est au cœur des combats, qu'il s'agisse des manifestations pour les droits sociaux ou des collectifs citoyens. Appliqué à ma vie, cela me pousse à chercher des alliés, même dans les moments de doute. Récemment, face à une situation d'inégalité dans mon quartier, j'ai rejoint un groupe de voisins pour organiser des réunions avec la mairie. Comme dans l'écho du silence, chaque voix, même tremblante, ajoute une force collective. Ce n'est pas moi contre le monde, mais nous, ensemble, pour un changement. Enfin, l'histoire m'a appris que la justice n'est pas un événement, mais un processus. Camille ne gagne pas en un jour. Elle affronte des menaces, des doutes, des revers. Pourtant, elle persévère, portée par la mémoire de sa sœur Élise et la responsabilité envers les oubliés. Cette persévérance, teintée d'une mélancolie française, évoque les longs combats pour l'égalité, comme ceux menés par Simone Veil ou Aimé Césaire.
Dans ma vie, cela me rappelle que les petites actions comptent. Écrire une lettre à un élu, sensibiliser un ami, participer à une association. Chaque geste est une pierre dans l'édifice de la justice. J'ai commencé à m'engager dans une ONG locale, consacrant quelques heures par semaine à aider des jeunes à comprendre leurs droits. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est un écho à la patience de Camille. L'écho du silence nous invite à ne pas juger ceux qui se taisent, car leur silence peut être une arme. Il nous pousse à écouter les voix étouffées, à construire des ponts avec ceux qui partagent nos combats, et à persévérer, même quand la victoire semble lointaine. Ces leçons, universelles mais magnifiées par une plume française, résonnent dans mon quotidien, me rappelant que la justice naît de l'audace et de la mémoire. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir ou à agir, alors faites entendre votre voix. Cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de l'entendre, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines réflexions et laissez un commentaire pour nous dire ce que l'écho du silence évoque pour vous. Ensemble, continuons à briser les silences et à bâtir un monde plus juste. À bientôt.